c'est là 9 ans. Il n'était pas à succès malheureusement, donc ils ont porté plainte à la fin pour reconnaître l'enfant, donc il voulait garder l'enfant à la fin finalement. Et la cour... Plus fort, on vous entend pas là. Vous entendez là, mon enfant? Voilà. On entend Robert, mais on ne vous entend pas vous, donc c'est très embêtant, parce que la plupart des gens ne parlent pas anglais, donc il faut parler plus fort. What is interesting about this case, I think, for you folks in the audience, is that one of the arguments that the surrogate made was that she was in fact forced to be a surrogate and forced to give up her child. And the court specifically said that there was no involuntary servitude here, that she made her decision to be a surrogate before any money changed hands. She agreed before the implantation to give up the child, and she was not a biological contributor to the child. So on all those bases, the parents received the child. Oui, donc finalement, dans cette affaire, c'est les parents intentionnels qui ont remporté la décision. Et donc, parce que justement, le juge a statué que la mère, la gestatrice, n'était pas... avait pris la décision avant d'avoir l'enfant qu'elle abandonnerait sa maison familiale, mais qu'elle s'en séparait à la naissance. Donc voilà, c'était décision prise à l'avance et puis qu'elle ne pouvait pas prendre cette décision. The next case is interesting because they went back to a traditional surrogacy situation. As I'm sure you'll know, traditional surrogacy, the woman carrying the child is also the contributor, where the father of the parent who wants the child is going to be the sperm donor. So the woman again decided that she had a problem with the surrogate, with the parents. She decided that she was going to argue that the child was hers, which in fact it was, and sought to have that surrogacy contract voided. She won the case on the trial court side, and it was appealed by the parents. The court made it very, very clear that a birth mother who is also a contributor of the genetics always is the mother, the natural mother of the child. And folks who desire to use that kind of an arrangement always have to be very, very careful that they're choosing the right person. Donc, bien sûr, là, même si les parents intentionnels n'ont pas de lien biologique avec le bébé, c'est les parents intentionnels et donc c'est les parents légitimes. C'est important. Okay, we're going to fast forward. We're going to fast forward. Just prior to 2013, there was an arrangement being made by a California attorney and an attorney in Maryland, where the Maryland attorney was having surrogates have their transfers done in Russia. The California surrogate, the California attorney, I apologize, was arranging for parents. After the child was implanted, they changed everything and at that point decided that they were going to find parents to take the children over. And we don't know the true extent of how many children were transferred to parents in this fashion, but ultimately the United States found that the whole scheme was illegal, fined everybody involved, and
two of the participants went to court. Donc, il y avait, la GPA a été pratiquée aux États-Unis et en Russie, donc les mères partent en Russie, chose qui était complètement illégale, et ils ont ouvert tout un groupe qui faisait justement, on va dire que c'était une sorte tout un groupe illégal en fait, qui exerçait ça. Voilà. En 2003, il y a eu des nouvelles lois. So in response to this, the California legislature decided that instead of relying on case law that they've been using since the late 80s, they were going to move to a statutory scheme and lay the specifics for how to properly perform a surrogacy arrangement. And everything that you see up there is the way that the law currently lies. What we first want to do is to make sure there's no conflicts of interest. We want to make sure that everybody is represented by an independent attorney, so nobody can argue that they were forced into the relationship. We also want to confirm that everybody who is physically entering into the contract are the correct people, which is where we require a notarization. Bien sûr, le but de ces nouvelles lois, c'est de vraiment s'assurer que chacun soit représenté, que chaque personne engagée dans cette procédure soit représentée par un avocat, et chaque personne qui s'engage physiquement soit aussi représentée dans les meilleures manières qui soient. Dominique aussi intervient. Yes, but first hurry up because then we have no time for the questions. Okay, so we want to give you some time for questions, and I'm going to move you in fast. In effect, what California has done is said that if you follow the rules, we're going to confirm that as an intended parent, you are the actual parents of the children born. Relying on the old case law, it doesn't matter if you are married or not. Relying on the case law, it doesn't matter if you are a biological contributor or not, so long as your surrogate is not a biological contributor. So I think the lesson for us all is that the case law that started in the late 80s, that evolved into a statutory scheme, has created California to be a very safe and legal environment for parents to use as a jurisdiction in order to obtain children from gestational services. Je suggère qu'en fait, puisque vous avez la traduction en français, comme ça on peut terminer et après poser les questions. Je pense que c'est quand même plus intéressant d'échanger. On va se concentrer sur les questions vraiment particulières que vous avez par la suite. Parce que vous avez la traduction, donc sinon on perd du temps. With that being the case, does anybody have any questions? We'd be happy to answer anything related to what we've discussed or anything else related to how GPA is handled in the United States. Okay. Est-ce que vous avez des questions sur l'opportunité que Attends, je ne vais pas intervenir là-dessus. Ok, je pense que on a vu dans l'assistance qu'il y avait des problèmes à comprendre la chose. Je voudrais vous résumer, parce que les slides, on les a vus et revus, on connaît chaque jurisprudence. Les slides en français sont extrêmement clairs. Ce que vous avez à retenir, c'est assez simple. C'est avant, vous avez des jurisprudences pour les très rares cas où ça allait mal, et que la jurisprudence elle est basée sur l'intérêt de l'enfant, et qu'elle fait la différence entre la GPA et la procréation pour lui, ce qu'on appelle la GPA traditionnelle.
Et donc, si vous allez dans une GPA traditionnelle, une procréation pour autrui, et que vous êtes en conflit, le juge donnera raison à la femme qui a porté l'enfant. Au-delà de ça, dans l'association, jusqu'à maintenant, donc elle est en Californie, le juge vérifiait le respect d'un certain nombre de règles une fois que le processus était largement enclenché, puisque c'était à 3 ou 4 mois de grossesse, voire après la naissance. Le changement qui est introduit par la nouvelle loi, c'est toutes ces vérifications, au lieu de les faire pendant la grossesse ou après la naissance, c'est de faire avant de tout commencer. Donc ça ne change strictement rien dans la modalité, donc ça protège les parties pour éviter que des personnes fassent passer de l'adoption à la place de la GPA. C'était le cas qui était cité. La chose à retenir, c'est que ce qui est très important, il faudrait l'insister lourdement, c'est la phrase où il est marqué que chaque partie doit être conseillée par un avocat indépendant. Et je le dis et je le répète, si j'insiste sur ce point-là, c'est parce qu'il n'est pas toujours respecté, notamment par certaines agences qui ont un conflit d'intérêt et qui font signer des waivers pour faire renoncer aux parents ce droit, pour un droit fondamental. Si c'est marqué en premier droit à un conseil indépendant, c'est fondamental. Et ça, je m'insiste là-dessus. Ok, on va prendre des questions. Non, je vais passer le micro dans la salle. On prend une ou deux questions. Tout à l'heure, il n'y a pas Depuis la mise en place de la nouvelle loi, y a-t-il eu des cas de conflit juridique à la suite des GPA mises en place depuis la nouvelle loi? There are many cases since the new law. The simple answer to your question is no. There is nothing that I'm aware of that has come up since the new law has been in place. But as an attorney who's been doing this for 15 years, it's only a matter of time before something in this law is challenged. Et donc il n'y a pas eu de problème depuis cette loi, dans sa connaissance. Et puis en 15 ans d'expérience, oui, mais c'est une question de temps avant que ça soit rediscuté et challenge. Bonjour, plusieurs questions concernant la Californie et les autres États. Finalement, si on devait s'engager dans un processus de GPA, plus naturellement, vers quel État on devrait s'orienter pour être sûr que finalement, d'ailleurs, des choses, puisque le processus étant déjà suffisamment long et compliqué, voilà, l'idée c'est de savoir si finalement c'est la Californie, est-ce que les lois sont mieux. Bien tout à l'heure, vous avez fait un petit update de toute la partie USA, en parlant de la Californie, Canada et de nouveaux États qui sont en processus d'accepter la GPA. La question, c'est de savoir si est-ce qu'il faut mieux aller dans le sujet. Je ne sais pas si c'est bien ce que tu veux faire. Moi, je pense qu'il faut pas répondre à cette question. Tu l'as fait toi, I think that's a great question. There are some states better than others. I think the states that are very good include California, include Texas, include Illinois, include Massachusetts, and Florida. Probably half of the states in the U.S. you can do a GPA without too much trouble, but the states that I specifically mentioned are the best. I think that you start with a surrogate that you like, and then you decide on the jurisdiction where you're going to ask that the baby be born. Donc les États qu'il a cités sont les États où la GPA sont sectaires. Après, il y a aussi le critère vraiment pour choisir
dépend de ce que l'agence propose, c'est-à-dire une fois que vous choisissez votre mère, la gestatrice. La production sera très rapide. Donc ce que Robert a dit, c'est que vous avez des voix qui sont aussi plus bonnes que la Californie, dans le Texas, la Floride, l'Illinois et le Massachusetts. Si on reconnaît la prise en chance que j'ai fait tout à l'heure, il y a 3 États qui l'interdisent. Et à partir du moment où vous allez dans un État où il y a une loi, vous allez renouveler sur la même chose, puisque les lois sont identiques. Et tout à l'heure, j'ai oublié de dire la phrase très importante, c'est que la loi californienne, c'est quasiment la même chose que la loi grecque. On dit toujours qu'il y a une loi. Précision. Est-ce que j'ai bien compris dans la description de la loi que seuls les accords de gestation pour autrui sont organisés et encadrés? Et donc, dans le cas où une femme, qu'est-ce qui se passerait si on est dans un cas de procréation pour autrui? Est-ce qu'il y a des sanctions? Est-ce qu'il y a une interdiction? Voilà. Est-ce que la possibilité de faire le transfert de la filiation avant la naissance de l'enfant serait impossible? I'm confused about your question. You asked about appropriation for others. Traditional surrogacy. Traditional. Okay. Is it illegal? There are, just as with GPA, there are some states that don't like it. I will tell you the bigger problem with traditional are the doctors. Because there are plenty of doctors that are afraid that if the relationship degrades between the traditional surrogate and the parents, a lawsuit is filed, that they're going to get sucked into the lawsuit. So, as an example, I perhaps do 10 traditional surrogacies a year. People will ask every doctor in Florida who will do them, and out of the 50 doctors, there are only 2 that will accept that risk. Ok, donc la réponse, le premier problème, c'est surtout les docteurs, parce que les docteurs ne veulent pas prendre le risque. La deuxième réponse à faire, c'est de présenter sur un slide sur ce qui allait se passer. C'est la réponse de Mocheta, l'affaire Mocheta, le juge a donné la garde de l'enfant à l'enfant. D'autres questions? De toute façon, on a fait plein de questions. Moi, j'ai juste une question simple, c'est pour savoir concrètement, dans les meilleurs états que vous avez cités, si on faisait une procédure de GPA, est-ce qu'on est sûr, et je dis bien sûr, à 100%, de repartir avec l'enfant, qu'il n'y aura pas de problème de gestatrice qui voudrait le garder, ou est-ce qu'il y a toujours au minimum un petit risque qu'il y ait une procédure à engager? Another good question. I would be a horrible attorney if I said there's never a risk at anything. The thing that an intended parent has to do is we also have to be good consumers. So we want to hire the best attorney to put together the legal contract between yourself and the surrogate. We want to hire the best agency who will make sure that the surrogate candidates are the highest quality, and that will also refer the surrogate to the best psychologist and reproductive endocrinologist. When you have a high-level team like that, the possibility of something going wrong is very, very minimal indeed. Voilà,
une fois en fait que vous choisissez vraiment la bonne agence qui ont les meilleurs avocats et qui s'assure que tous les meilleurs, il y a toujours des psychologues aussi, et qui s'assure qu'il y ait toujours ça, ces métiers-là qui encadrent la procédure, là vous avez le risque, c'est minimum à chaque fois, donc c'est minimise quand vraiment il y a les meilleures conditions pour savoir les meilleurs professionnels qui encadrent ça peut dépendre de la chose. Merci. Donc, évidemment, le risque zéro n'existe pas, mais vous minimisez tous les risques en passant par les meilleurs professionnels, voilà, pour résumer. Merci, thank you. Merci. Stay here, because alors, bon, je vais appeler maintenant la table ronde. Je suis désolée, on va pas faire de pause. Je sais bien, c'est un peu long. Mais le problème de la pause, c'est qu'après, on ne pourra pas finir ce programme très chargé. Alors, donc, je vous suggère qu'on passe à la table ronde. Il y aura après une série de questions. À la fin, une série de témoignages. Et après, j'espère qu'on va encore le temps encore d'expliquer les questions. Mais la table ronde, c'est aussi l'occasion de poser des questions entre les intervenants et avec les intervenants. Donc je vais appeler M. Lisan, Israël Lisan. Merci d'être venu, M. Lisan. Vous êtes gynécologue. Je ne présente plus, tout le monde le connaît, j'imagine, mais bon. Gynécologue donc, à Strasbourg. Et grand connaisseur, je dirais probablement celui en France qui connaît le mieux la problématique liée à la gestation spontanée. Ensuite, Laurence Brunet, juriste, qui est aussi la spécialiste, la meilleure spécialiste en France, je veux dire maintenant, des questions de gestation pour autrui. Et puis, nous avons une sociologue au fond de la salle, qui s'appelle Dominique May, qui est aussi une sociologue qui a fait beaucoup de recherches sur les techniques de procréation assistée. Voilà. Donc là, on a un panel complet. Il n'est pas exclu que de temps en temps, dans les questions, on fasse aussi une référence à la Grande-Bretagne et donc à Suzanne ou à Robert si on parle des États-Unis. Donc restez par là. Mais ce que je vous propose tous les trois, c'est que chacun d'entre vous, pendant 5 minutes, dise ce qu'il a à dire, parce que la question qui est posée, c'est une question globale. Hein. Si on devait organiser la gestation pour autrui en France, quelles seraient finalement les exemples à suivre, enfin, quelles seraient les meilleures conditions possibles, justement. On a évoqué tout à l'heure, pour répondre à la question de monsieur, on a dit, évidemment, si on réunit les meilleures conditions possibles, ça marcherait bien. Voilà, et donc je vous demanderai aussi à chacun de donner votre sentiment, on va dire, plus politique, sur ce qui se passe aujourd'hui en France. Est-ce qu'on a une chance qu'un jour, la gestation pour autrui soit autorisée en France, soit légalisée? Et si c'était le cas, en tout cas, quelles seraient les meilleures conditions? Voilà. Je vous passe le micro, bien sûr. Bonjour à tous. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que, de mon point de vue, la météo est mauvaise pour la GPA dans notre pays depuis quelques mois, c'est-à-dire qu'on a reculé massivement après les histoires de mariage pour tous et de mariage homosexuel. Beaucoup se sont servis de cette période de très grande contestation sur le plan des mœurs pour y inclure la GPA, car aujourd'hui, lorsqu'on parle de GPA, c'est bien sûr uniquement pour permettre aux homosexuels masculins d'avoir des enfants. Et je vous le dis tout net, notre pays n'est pas prêt à permettre l'utilisation et le recours à la GPA pour les couples d'hommes. Or, aujourd'hui, c'est presque devenu un gros mot que de parler de GPA.
Et j'en fais l'expérience à titre personnel. Chaque fois que j'évoque cela sur les ondes, et là pas plus tard qu'il y a 2-3 mois sur France Info, j'ai été l'objet de très très violentes diatribes sur le net, avec des propos antisémites et tout ce que vous voulez à mon sujet, et des menaces de mort. Et donc le terme de GPA aujourd'hui est devenu un terme injurieux. Et un terme, on a donc fortement régressé, car auparavant, on distinguait dans notre pays et au point de l'opinion publique la GPA qui était pour cause médicale et GPA qui était pour cause non médicale. Or, aujourd'hui, même le mot de PMA qui a été associé à la GPA, c'est déjà un péché d'en parler, et j'utilise à dessein ce terme. Donc on a régressé mauvaise météo pour la GPA, et si vous voulez mon sentiment, je suis assez peiné que la France soit le seul pays d'Europe à ne même pas reconnaître l'intérêt des enfants dans cette affaire-là. C'est-à-dire qu'on pourrait décrire la situation juridique, et je ne suis pas juriste, je ne marcherai pas sur des plates-bandes, mais je vais parler en tant que naïf en matière juridique. On pourrait décrire la situation de la France comme étant un pays qui veut punir les enfants de ce qu'ont fait leurs parents pour les faire advenir, et qui hésite à modifier la loi, car elle aurait peur ainsi de devenir incitative à des projets de GPA qui se dérouleraient à l'étranger. On veut ainsi faire de la prévention au travers de la punition qu'on administre aux enfants de ce qu'ont fait leurs parents. C'est comme ça que je décris actuellement la situation de la France, qui est inacceptable. C'est-à-dire qu'on a vu tout à l'heure un avocat californien nous dire que la Californie a choisi de mettre l'intérêt de l'enfant au devant, alors que la France a choisi de ne pas tenir compte de l'intérêt de l'enfant dans son droit, ce qui est totalement inacceptable, et je crois que l'opinion publique ne le sait pas. Et si j'y vois un intérêt à une association de patients, c'est de faire savoir cela à l'opinion publique. Car un individu seul ne peut pas faire bouger la question de la GPA, surtout aujourd'hui, par la mauvaise météo que nous rencontrons. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose que je voulais dire tient aux modalités juridiques. Il y a quand même beaucoup d'enfants issus de GPA qui naissent en France. Et il y a deux manières de procéder, une bonne et une mauvaise, si j'ose dire. La bonne manière, pour les maternités, et là je parle en tant qu'accoucheur, c'est d'avoir une femme qui accouche, qui est accompagnée d'un couple d'intention, mais les femmes sont souvent accompagnées par des amis et qui sort de la maternité avec son enfant dans les bras. Ce qu'elle fait de l'enfant au coin de la rue ne concerne pas les professionnels de l'obstétrique. Et mon conseil, c'est d'ailleurs de ne pas confier l'enfant à l'adoption tout de suite, c'est de laisser passer du temps pour que la possession d'État puisse s'installer et qu'il y ait de l'hésitation à retirer l'enfant. La mauvaise manière, c'est l'accouchement sous X, qui est malheureusement conseillé par beaucoup d'avocats dans notre pays. Et je viens d'en faire l'expérience dans la maternité où je travaille, où un couple avait décidé, parce que la femme avait perdu son utérus du fait d'un cancer, a décidé de mettre en œuvre une GPA à l'étranger et sont venus pour leur accouchement dans la maternité que je dirige. Et en cours de route, conseillé par plusieurs avocats, la gestatrice a décidé d'accoucher sous X. Ça a été une catastrophe telle que toute mon équipe en est encore traumatisée, car nous avons vu débouler psychologue du Conseil général. Pour moi, c'est un métier à part entière, c'est pas juste psychologue, hein, c'est psychologue du Conseil général. C'est spécial. Moi, elle m'a dit bonjour comme si j'étais un repris de justice, et en tout cas coupable d'avoir accouché une femme dans mon service. Et tous les personnels, sages-femmes, filles de salle, ont été interrogés par la police pendant leurs heures de travail. L'enfant a été placé en pépinière, alors que les parents d'intention étaient là, dans la chambre d'à côté.
Et il est encore en pouponnière. Alors qu'il y a une reconnaissance prénatale de cet enfant qui n'a pas été acceptée par le juge. Bref, je n'imagine pas que les magistrats, on est tombé sur les plus mauvais, mais c'est comme chez les médecins, il y a des bons et des mauvais, mais chez les magistrats, c'est pareil. Hein. On est tombé sur des magistrats qui ont envie de coincer ce couple et qui disent, si vous voulez récupérer votre enfant un jour, vous avez intérêt à nous dire le nom de la gestatrice. Donc, incitation à l'idée. On est dans la situation de la pire. Et ce couple qui n'est pas de Strasbourg et qui vient voir l'enfant une fois par semaine, ils ont obtenu ça, est dans une situation déraisonnable. Et il y a même un psychiatre qui a dit que l'enfant est bien quand il est avec ses parents et qu'il n'est pas bien quand les parents sont pas là. Et ce document est dans le dossier. Et le magistrat n'en a que faire, de même que le juge des enfants. Ils en ont que faire. Moi, j'aimerais bien que ce genre de situation fût dit à l'opinion publique. Car ces gens que nous payons avec nos impôts, ils sont là pour appliquer le droit de la France qui doit changer, mais ils sont là aussi au nom du peuple français. Et ce qu'ils font n'est pas accepté par 90% des Français. Donc on est là à avoir honte d'être ensemble et de parler de quelque chose de grossier, alors que l'opinion publique est très favorable à la GPA pour cause médicale. Cette situation est anormale, politiquement anormale, psychologiquement anormale, honteuse. Elle est due à des lobbies dogmatiques qui ont le pouvoir d'agir sur nos lois et sur nos parlementaires, et c'est peut-être le domaine où l'écart entre la loi et l'opinion publique est le plus grand. Et quand cet écart se creuse trop, ça donne lieu à une incompréhension de la part du public. Mais ce qui arrange le législateur en ce moment, c'est que le public n'est pas au courant. Et je dis même la chose suivante, c'est que la confusion qui a été entretenue par la manif pour tous, le mariage pour tous là, la confusion qui a été entretenue sur la GPA, laissant entendre qu'il n'y avait qu'une seule GPA, c'est celle pour les couples d'hommes, pour lesquels, encore une fois, nous ne sommes pas mûrs, a été délibérément utilisée pour qu'on ne parle plus et pour que le glacis s'installe sur cette question. Alors je terminerai sur la note d'espoir. La note d'espoir, on la doit, et c'est un peu dommage qu'elle ne soit pas là aujourd'hui, à Irène Théry et à ce groupe de travail qui a sorti un texte magnifique dont je crains très clairement qu'il termine, comme beaucoup de rapports, dans un tiroir au fin fond d'un ministère et qu'on n'en parle plus. Et donc c'est aux assos de faire savoir que ce texte existe parce qu'il a beaucoup de propositions extrêmement fortes et extrêmement puissantes, et en particulier au plan juridique. Et je pense que nous sommes revenus en arrière de 15 ans aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté de venir aujourd'hui. C'est parce que je pense qu'il faut qu'on bouge. On ne peut pas rester comme ça. C'est la honte. C'est la honte pour notre pays. Et je pense que très clairement, il faut réfléchir aux moyens techniques, j'allais dire l'agit-propre, pour que cette question n'en reste pas là où elle est. Merci de votre attention. Je peux souscrire à tout ce qu'a dit Israël à côté de moi. Alors, je vais peut-être à la fois vous parler, parce que je suis juriste, donc je ne vais pas vous parler en tant que médecin, en tant que sociologue, vous faire peut-être deux points. Un sur le rapport que j'ai piloté pour le Parlement européen, qui nous demandait de faire un état du droit, et en particulier un état de la jurisprudence sur les enfants nés de gestation pour autrui. Israël a déjà donné la conclusion. Et puis je vous parlerai de ce qui s'est passé aussi dans le groupe qu'a organisé Irène Théry, puisque j'en ai fait partie, aussi. Alors, effectivement, on est aujourd'hui vraiment le pays, la France est le pays le plus rigide, le plus hostile, le plus rigoriste en matière de reconnaissance
de la situation des enfants nés d'une gestation pour autrui à l'étranger. Donc c'est ce bilan qui a été demandé par le Parlement européen. Je ne sais pas du tout ce que le Parlement européen entend faire, si après les élections, il y aura peut-être un texte qui sera proposé et mis en débat, mais comme aussi Israël l'a rappelé, aujourd'hui, parler de gestation pour autrui, c'est le diable. Donc aujourd'hui, tout ce qui, au niveau du Parlement européen, essaie d'émerger concernant ce qu'on appelle les droits génésiques est obligatoirement barré par tout un groupe de parlementaires de droite qui fait obstacle à tout ce qui pourrait faire progresser le droit de la famille, tout ce qui permettrait de renouveler la vision qu'on a du droit de la famille. Donc en tout cas, je ne sais pas à quoi a servi ce rapport, mais ce qui nous a permis, ce qui a été vraiment mis en valeur, la conclusion, c'était que voilà, dans tous les pays, les juges, à part en France, ont trouvé des solutions, ont inventé des solutions, ont fait des bricolages, parfois un peu audacieux, pour essayer de trouver une solution à la situation de l'enfant. Tous et quelquefois même les juges constitutionnels sont intervenus, comme en Autriche, pour ne pas laisser l'enfant sans statut juridique et sans une double filiation, donc permettant aussi bien de rattacher l'enfant à son père biologique et son père d'intention et sa mère d'intention qui est ou pas un lien biologique avec cet enfant. Donc on n'a pas étudié tous les pays, mais la grande tendance, même dans des pays comme l'Allemagne ou l'Italie, où les lois sont extrêmement, rigides, très peu ouvertes à la procréation médicalement assistée, où les techniques sont extrêmement limitées, eh bien les juges ont considéré que à partir du moment où l'enfant était là, c'était son intérêt qui devait prévaloir, et donc ils ont pris sur eux de contourner, de laisser de côté leurs lois restrictives, prohibitives, et d'admettre cette reconnaissance d'un statut pour l'enfant. Donc on est vraiment en queue de peloton. Vraiment, on est là. Donc on est vraiment le pays où la Cour de cassation fait du zèle. Ce n'est pas vraiment le législateur en France, la loi est très floue. Elle dit simplement, comme en Angleterre d'ailleurs, que les conventions de gestation pour autrui sont nulles. La loi n'a jamais inscrit dans le marbre l'idée que la filiation ne pourrait pas être établie. Elle a juste dit qu'on ne pourrait pas demander au juge l'exécution forcée. Demander à ce que l'enfant soit remis aux parents d'intention si la femme porteuse refusait de le donner. C'est tout ce qui est écrit, et les sanctions pénales sont aussi assez limitées. Elles frappent essentiellement les intermédiaires. Donc, c'est la Cour de cassation, c'est les juges qui ici sont venus en quelque sorte replâtrer ou en tout cas consolider une défaveur légale. En tout cas, quel effet du zèle ou pas, la Cour de cassation a imposé de manière régulière, et encore il y a 2 mois, dans un arrêt qui a été rendu, vraiment toute une série d'arrêts qui font qu'on ne voit pas très bien d'où peut venir le salut, à part à la fois une mobilisation des associations, mais je crois que là, la solution, ça ne va pas suffire, et il va falloir vraiment que la France se fasse condamner par la Cour européenne des droits de l'homme. C'est vraiment notre dernier salut, juridiquement parlant. Si vraiment la Cour européenne, et je pense que finalement la Cour de cassation scelle le destin de la France à ce sujet, plus la Cour de cassation est sévère et rend des arrêts où les enfants ne peuvent pas avoir de statut, nous ne sommes même plus aujourd'hui, on ne peut même plus rattacher l'enfant à son père d'intention et son père biologique. Il n'y a aucune possibilité maintenant, autant ça a été flou pendant un certain temps, autant avec les arrêts 2013 et celui du mois dernier, l'enfant est vraiment orphelin au regard du droit français. Donc plus on est rigoriste, plus on a de chances que la Cour européenne n'admette plus ce type de solution. Donc vraiment, tous nos espoirs sont aujourd'hui sur les épaules de certains couples qui ont osé aller dans la Cour européenne. Voilà, donc pour dire qu'il me semble que la situation au regard des droits sécurisés, des droits garantis par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, je ne vois pas comment cette situation peut tenir encore plus longtemps. Mais bon, la Cour européenne est une cour politique aussi, et donc on ne sait jamais ce qui pourrait se passer. Il pourrait y avoir des pays qui montent au créneau pour s'opposer à une appréciation trop libérale, trop en faveur du droit de l'enfant. Alors, ce que je voulais dire aussi, peut-être après on y reviendra,
Oui, insister sur ce qu'Israël a dit à propos du fait de jamais recourir à l'accouchement sous-X. Ça, c'est vraiment quelque chose, c'est un piège, ça va être une facilité, mais l'accouchement sous-X est aujourd'hui très encadré en France, suppose absolument un contrôle social très fort, et donc c'est vraiment la mauvaise solution pour recourir à une gestation privée. Il ne faut pas le faire, on s'expose effectivement à ce que le procureur retire l'enfant des parents le prennent et que les parents d'intention ne puissent pas au moins vivre avec lui. Donc c'est vraiment une solution qui paraît évidente pour des avocats qui ne connaissent pas bien l'état du droit français, c'est vraiment le piège à éviter. Alors, je finirai sur ce qui s'est passé dans les discussions du groupe qui a été publié par Intérêt et le rapport a été rendu il y a une dizaine de jours, a été rendu public il y a une dizaine de jours parce qu'il a été terminé depuis fin janvier, mais il y avait un blocage, vous avez la presse en a beaucoup parlé, il y avait un blocage politique pour le rendre public, à la fois sur la question de l'ouverture de la procréation médicale assistée aux couples de femmes, mais aussi en raison de ce qu'on avait proposé en matière de gestation pour autrui. Alors, notre groupe a reflété les dissensions de la société sur ce sujet. On n'est pas arrivé à se mettre d'accord sur ce que pourrait être un cadre éthique qu'on pourrait proposer pour la gestation pour autrui. On n'y est pas arrivé parce que le groupe a bloqué sur ces questions-là, en particulier aussi à raison de l'ouverture de la gestation pour autrui aux couples de même sexe. Mais pas que ça. Hein. Vraiment, la plupart en particulier les juristes de notre groupe ont particulièrement été réticents et frileux à l'idée d'aller jusqu'à une proposition d'un cadre éthique, dont on va en parler, je pense qu'il n'est pas si compliqué que ça à mettre en place. Hein. En revanche, à l'unanimité, le groupe a donc dans ses conclusions, écrit qu'il fallait absolument permettre la reconnaissance d'un statut de la double filiation aux enfants nés à l'étranger. Hein. Sans condition, sans sanction pénale pour les parents. Il faut absolument que l'intérêt de l'enfant ici prévale. Comme l'a dit Israël, que ce ne soit pas les enfants qui servent de mode de dissuasion pour empêcher les parents d'y recourir. Ce n'est pas l'enfant qui doit ici être sanctionné et qui doit en quelque sorte servir de mauvais objets. Et donc on a vraiment insisté longuement pour dire que toutes les autres solutions n'étaient pas recevables au regard du respect de l'intérêt de l'enfant et qu'il fallait absolument transcrire. Donc l'enjeu il est très clair, hein, c'est la transcription dans les registres d'état civil de Nantes des actes de naissance qui ont été délivrés à l'étranger. À partir du moment où ces actes ont été délivrés, à partir du moment où l'État étranger a encadré, organisé, permis qu'une autorité publique ait délivré soit un jugement, soit des actes de naissance, il faut que ce soit transcrit sans condition. Voilà, donc je ne sais pas si vous voulez qu'on aille plus avant dans ce que pourrait être un cadre légal, mais on en parlera peut-être dans la discussion. Je pense qu'on a deux modèles, le droit californien qui est exactement le même que le droit grec, qui est aussi le même que la loi d'Afrique du Sud. Donc on a beaucoup de pays maintenant qui ont repris un cadre qui paraît quand même assez bien organisé, mais on y reviendra dans la discussion. Peut-être avant, je passe la parole à Dominique. C'est bon là pour le son. Bon, ma présence ici et mon intervention s'inscrit dans la lignée du cri d'alarme israélisant, c'est-à-dire que je vois la météo du côté de l'orage, effectivement, plutôt que de l'éclaircie, mais je ne fais pas remonter le blocage aux dernières mobilisations du mariage pour tous. Je pense que la polarisation violente de la société sur ces thèmes date d'avant et notamment est sanctionnée par le vote de reconduction de la loi de bioéthique en 2011 qui met hors débat, hors circuit et hors vote la gestation pour autrui. C'est-à-dire qu'on révise l'ensemble des lois de bioéthique et on ne remet pas et on ne débat même pas ce sont les écologistes qui se sont amusés à faire une petite intervention tout seul pour dire on ne pourra pas voter mais on est pour. Bon, le débat n'a pas lieu.
Et donc je crois que ce ne sont pas simplement les milieux les plus frileux, les plus réactionnaires, les plus traditionnels, qui ont nourri la mobilisation du mariage pour tous, qui font obstacle à une évolution vers une ouverture à la gestation pour autrui. Je crois qu'un des problèmes majeurs dont la division du groupe Terry est un reflet d'ailleurs, c'est que ces divisions traversent l'ensemble de la société de façon assez violente et assez brutale, et que notamment elles sont portées par des personnes qui ne sont pas considérées comme des défenseurs systématiques de la tradition. Je parle notamment des voix féministes très puissantes et très influentes qui se sont exprimées avant la révision contre la gestation pour autrui. Alors, donc, ma position est... J'ai pas de position. Je viens poser des questions. Les questions, on sait que les deux argumentations principales des opposants, c'est d'abord le lien mère-fœtus, qui peut être relativement relativisé par tous les témoignages et les grossesses qui se passent mal et les grossesses qui se passent bien et les enfants qui n'ont pas connu la gestation par leur propre mère. Mais ce qui est derrière cette question du lien mère-fœtus, c'est la question de la définition de la maternité par l'accouchement, qui est à la fois une définition légale et aussi une définition extrêmement forte dans les représentations sociales, qui peut être plus ou moins bien vécue de façon différente par les individus, c'est-à-dire qu'il y a des femmes pour qui la grossesse est le moment où elles entrent en maternité, il y en a d'autres qui attendent beaucoup plus longtemps, il y en a qui n'y arrivent jamais, mais dans les représentations sociales, et conforté par la loi, c'est la maternité qui fait l'accouchement. Donc c'est un premier argument. Le deuxième étant celui que vous connaissez tous, qui est celui de la mercantilisation et de la marchandisation du corps humain, du corps de la femme, qui a deux dimensions. Une absolument audible, et je pense que votre association et d'autres se sont largement penchés sur la question de savoir comment engager un processus de don qui n'entre pas dans un processus commercial et lié à une compétition de la rémunération. L'autre, qui à mon avis est absolument inaudible, mais qui en même temps est un argument qui renvoie un petit peu au malaise dont on parlait israélisant tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne considère plus, du côté des opposants, le consentement comme étant la base par laquelle on entre dans un processus de soins, dans un processus médical, dans un processus de procréation médicalement assistée, ce qui est quand même la base de toute la représentation de la coparticipation de la société et la représentation aussi du droit. C'est-à-dire que c'est quand même tous les articles de loi parlent du consentement. Et quand on parle de consentement, et quand on témoigne de la façon dont s'établissent les consentements et qu'une femme puisse accepter de porter en toute connaissance de cause pour quelqu'un d'autre, et quand on témoigne grâce à vous et grâce aux associations du vécu de cette gestation pour quelqu'un d'autre et qui n'est pas pour son propre enfant, on est considéré comme des naïfs, comme des rigolos qui nous faisons entuber, et que ce consentement... Alors, moi je suis d'accord, il y a certainement des consentements qui ne sont pas libres ou qui ne sont pas bien éclairés. C'est absolument évident. Mais mettre en cause la légitimité du consentement comme base d'engagement dans un processus d'entraide autour de la procréation, de la gestation et de l'enfantement me semble extrêmement problématique. Alors, je voudrais poser 3-4 petites questions qui vont peut-être vous choquer, mais je crois qu'on est là pour ça. Je pense que la situation est assez grave, qu'il faut donc, sur les deux arguments très forts des opposants et qui ont un très fort écho dans l'opinion publique, et pas simplement tout en haut de la hiérarchie catholique,
le débat reprenne, les témoignages abondent, et je pense qu'on en était arrivé à une situation de relative tolérance de la société grâce à ces témoignages, et qu'il faut qu'ils continuent, qu'ils abondent, que bon. Je crois aussi qu'il faut arrêter de diffuser une parole totalement irénique et que, notamment, dans les témoignages, je pense que le point obscur de tout ce parcours, je crois que les gens maintenant sont à peu près convaincus que pour un couple, bon, peut-être pas convaincus pour les hommes, mais pour un couple hétérosexuel infertile pour cause de problèmes utérins, la démarche est légitime et la démarche est viable. Je crois que les gens seront. Et la question, c'est la question de la mère porteuse, excusez-moi, mais c'est comme ça qu'on en parle justement. Bon. Donc de la gestatrice, de son vécu, j'ai posé la question tout à l'heure de son statut social, de sa séparation avec l'enfant. Bon, les études qui ont été faites en Angleterre, qu'on vient de nous présenter, sont intéressantes, mais elles sont sympas. Ça a peut-être été plus difficile que ça pour la mère porteuse de conduire ce processus et de se séparer de l'enfant. Donc je pense qu'on a vraiment besoin maintenant de lever un peu le voile. On a trop peu de connaissances sur l'expérience des gestatrices. On a des connaissances positives, soit parce que ce sont des connaissances qui viennent de couples comme vous qui ont fait appel et pour lesquels ça s'est bien passé. Ce qui permet quand même de dire que c'est possible que ça se passe bien, mais il faudrait, bon malheureusement nous les chercheurs, on quémande des crédits de recherche, il faudrait qu'on aille en Angleterre, ou aux États-Unis, évidemment, pour faire des interviews longues, approfondies sur le vécu. Bon. Donc ça, je pense que ça manque, et que ça serait aussi une façon de... Ça pourrait faire progresser les choses comme les témoignages des parents d'intention ont fait progresser la représentation de ce scénario de l'enfantement, les témoignages, y compris nuancés, des gestatrices aussi. Moi, il y a deux questions que je voudrais poser, un peu comme ça. Moi, je pense que dans une réflexion sur la légalisation d'une GPA éthique, comme tout le monde dit, bon, je ne sais pas qui pourrait revendiquer une GPA non éthique, mais il y a une question que je pose à l'association, à Israélisants, aux médecins. Je ne comprends pas que je pense que la protection de la gestatrice doit être au cœur de cette question. La GPA éthique, je crois que vous avez à peu près trouvé tous les moyens et toutes les façons pour que les parents d'intention puissent arriver à leur fin. Je pense que maintenant la question, c'est la question de la protection de la gestatrice. Alors moi je me demande pourquoi aucune loi, aucune proposition, aucune demande ne demande qu'on n'implante qu'un embryon. Parce qu'on sait très bien que la gestation de jumeaux, la gestation gémellaire, est beaucoup plus dangereuse que la gestation d'une seule. Et que si c'était, évidemment, quand on va à l'étranger, moi tous les couples m'ont répondu, mais attendez, moi je veux pas forcément des jumeaux, mais le voyage, le coût, etc., d'une pierre deux coups. Une légalisation en France, on peut faire 2 fois le voyage pour Strasbourg ou pour Toulouse et mettre moins en péril la santé de la gestatrice. Question. Deuxième question, je me demande aussi pourquoi dans les propositions qui sont faites, on ne reprend pas la problématique anglaise dans laquelle il y a un délai de réflexion et de rétraction pour la gestatrice, ce qui est aussi une façon de la protéger. Et je crois d'ailleurs, si la jeune femme anglaise est encore là, qu'il y ait, depuis que ça existe, assez peu de cas de rétraction, d'après ce que j'en sais. Mais c'est une espèce de sécurité, un peu comme les Israélisants, laisser le temps au temps. Si la séparation se fait tout de suite, il n'y a plus qu'un acte légal à mettre en place. Si la séparation est plus compliquée, qu'elle puisse s'opérer de façon plus tranquille, plus douce et moins figée dès le départ. Et troisième question, je me demande... Oui, c'est fini.
Troisième question, je me demande si, dans la situation actuelle, puisqu'on m'a demandé un petit peu quelle conclusion politique on pourrait... J'ai pas de conclusion politique, mais je me demande s'il ne serait pas assez opportun, maintenant, compte tenu du faible nombre de cas de l'opposition irréductible pour l'instant et inconciliable, qui rend une bataille frontale assez difficile, de ne pas reprendre les propositions qui avaient été formulées par l'Académie de médecine au moment de la révision de la loi de 2011, je crois qu'il avait été approuvé aussi par Israël Maison, c'est-à-dire de faire une légalisation expérimentale soumise à évaluation de façon à pouvoir rendre public les parcours qui seraient sous contrôle psychologique, médical et éthique. Excusez-moi pour ces questions un peu provocatrices. Je vais faire un tout petit commentaire. Tout d'abord, sur la protection de la gestatrice, j'ai été à l'origine du blocage au niveau du Collège national des gynécologues obstétriciens qui voulait pondre des recommandations d'ordre médical. J'étais à l'origine du blocage de cela parce qu'on n'en est pas à définir la taille des roues. On en est à savoir si on avance sur ce sujet politiquement et éthiquement. Il sera toujours temps, et ce sera faire 3 minutes, de dire quelles sont les recommandations pour la pratique. Il n'y a pas que la non-implantation de jumeaux, il y a tout un tas de préconisations à faire pour protéger la gestatrice, des préconisations d'ordre médical. Mais je trouve qu'on n'en est pas là. On en est à pouvoir parler de GPA sans que ce soit un gros mot. C'est aussi grave que ça. Et je dirais même plus, Dominique, tu sembles dire que si on pouvait présenter des expériences et présenter la GPA comme étant ni de manière irénique, ni... Mais il n'y a personne qui a envie. Mais même si on avait toutes les publications du monde pour prouver que ça se passe bien, ça n'avancerait pas en France. Donc on est là sur un blocage qui n'est pas d'origine populaire. C'est pas le peuple français qui veut bloquer la GPA. C'est une manipulation d'importance nationale issue de milieux dogmatiques et sectaires qui impose ses voix à nos parlementaires et qui impose d'évoluer sur ce sujet. Et moi, je dirais la chose suivante, pour terminer. Il y a 3 arguments très très forts qui nous permettraient de faire avancer, mais il faut trouver des solutions. C'est premièrement le statut de l'enfant. C'est complètement scandaleux ce qui se passe. On met des enfants en pouponnière dans notre pays, alors qu'il y a des parents qui ont tout fait pour les avoir. Ça, c'est la première chose. Et ça gêne tout le monde, hein, y compris le Conseil d'État, très gêné par le statut des enfants, qui ont proposé qu'on mette que la mère ait le statut de tutrice pour l'enfant, le Conseil d'État. Donc ils sont gênés au point d'aller chercher des entrelacs pour solutionner ça. Donc le corps judiciaire est gêné par la situation. Deuxièmement, on a parlé de GPA éthique. Mais le meilleur moyen de promouvoir de la GPA non éthique, c'est de rester dans la situation dans laquelle on est. Parce que on est bien propre dans la devanture. Il n'y a pas de GPA en France, hein. On est propre sur nous. Ah ça, on est propre. Mais alors dans le backroom, il y a n'importe quoi qui se passe. Donc, dire aux gens que l'interdit généralisé qui prévaut chez nous entraîne des conséquences catastrophiques pour les femmes étrangères, ont-elles moins le droit d'être protégées? Eh bien, la réponse est non, et c'est le 3e argument. Nous sommes dans un village planétaire, on n'est pas dans une histoire de mieux-disant éthique. Il s'agit tout simplement de veiller à ce que les couples français qui ont une impossibilité qu'une femme porte, et c'est d'ailleurs pas que l'absence d'utérus, il y a des femmes qui ont des pathologies telles qu'elles risquent de mourir si elles sont enceintes, eh bien ces femmes-là, elles doivent avoir droit à la GPA, et moi je dis que ça doit être au cas par cas. Et je voulais terminer là-dessus, la proposition en éthique, si on passe que tout est interdit et tout est autorisé, et pas non plus favorable au tout il est permis qu'on voit dans certains pays, pour passer au milieu, il y a une solution, et c'est au milieu que se situe la vertu. C'est le cas par cas. C'est-à-dire, et c'est pour ça que la proposition d'en faire quelque chose d'expérimental, on a des cas par cas qui marchent en France. On a Claire Féqueté connaît bien le DPPN,
les CPDPN, où on décide 7000 fois par an dans notre pays de mettre fin à la vie d'un fœtus parce qu'il est mal formé gravement et de manière incurable. Eh bien, c'est quand même extrêmement lourd comme décision et il n'y a pas de dérapage. C'est pas le législateur qui a dit que les becs de lèvres, il ne fallait pas les avorter et que les achondroplases, on pouvait les avorter, parce que ça aurait été immoral. Donc c'est du cas par cas. Et ce cas par cas ne dérape pas, on a un contrôle national par l'agence de la biomédecine, ça ne dérape pas. Puis il y a d'autres cas par cas qui marchent très très bien dans notre pays. Les expérimentations sur volontaires sains, c'est les comités de protection des personnes qui en décident et ça ne dérape pas. Eh bien je propose qu'il y ait des comités de la parentalité, un par région, allez, 10 ou 15 régions, un par région, moitié femmes, moitié professionnels, moitié non professionnels, pas de médecins là-dedans. Des médecins comme experts, pour arrêter de faire le CCNE avec que des médecins. Non, des médecins comme experts. Et les comités de la parentalité pourraient étudier les dossiers de demande pendant plusieurs mois, demander à tel obstétricien son avis, et puis au bout du compte, donner un avis local, transmis au comité national de la parentalité qui lui autoriserait, parce pour éviter les compulsions en région. Eh bien, cette solution me paraît très sécure. C'est du cas par cas. Le seul ennui du cas par cas, c'est que les députés, les sénateurs, ils ont envie de décider de tout pour nous. Ils ont envie que ça passe par eux. Et ils sont d'accord de faire une loi qui coupe les têtes à tout le monde au même niveau, plutôt que d'utiliser l'intelligence du cas par cas. Et c'est ça, c'est là que moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec la présence du religieux dans notre loi. Ils ont qu'à prêcher dans les synagogues, les mosquées, les églises, mais il n'y a plus personne pour les écouter, donc ils nous collent les trucs dans la loi. Ça, c'est inacceptable. Et la deuxième chose avec laquelle je ne suis pas d'accord, c'est que les députés et sénateurs n'instaurent pas le cas par cas dans ces histoires-là, parce que c'est des histoires trop complexes, trop diverses, trop variées, et que au cas par cas, tout le monde, y compris les gens contre, serait d'accord avec certains projets, et peut-être pas d'accord avec certains autres, et je pense que ce serait bien mieux que la situation actuelle, où il n'y a même pas besoin d'en discuter en France, tout le monde s'en va à l'étranger, dans des conditions non éthiques. Moi, la question de la profession de la gestatrice, de la femme porteuse, bien sûr, c'est vraiment la pierre d'achoppement, c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à proposer, même dans l'équipe on n'est pas arrivé à se mettre d'accord. Et moi, je pense que la protection de la femme porteuse, elle ne passe pas nécessairement, contrairement aux idées reçues, par le fait que cette femme devrait être considérée comme la mère à la naissance. Moi, je crois que dans les... c'est quelque chose qui est important parce que c'est vraiment les émissions qui m'ont sensibilisé à cette question, qui m'ont fait lire pas mal de choses. Je pense que l'angoisse de la femme porteuse, bien sûr, c'est qu'on respecte ses droits, qu'on soit libre, et ça, on peut évaluer, et Israël a donné des tas de pistes qui permettraient de donner, mais sa grosse angoisse, c'est que finalement, à la fin, les parents d'intention ne prennent pas l'enfant. Et je pense que la meilleure protection, à la fois pour responsabiliser l'ensemble de ces 3 personnes, de ces 4 personnes, si la femme porteuse a un compagnon, c'est que le transfert de la parenté soit fait tout de suite. C'est-à-dire que vraiment, dès le départ, à la fois pour la femme, elle se dise qu'il ne peut pas y avoir de retour en arrière. Si elle a été bien accompagnée, si l'évaluation a été faite au cas par cas, pas par les députés, pas par la loi de manière générale, mais par des gens qui sont proches d'elle, qui ont suivi ce couple et qui ont suivi cette femme, qui l'ont vraiment accompagnée pendant un certain temps, pendant même longtemps, avant qu'on s'y mette. Ensuite, il faut que la loi, et c'est son seul rôle, le rôle du juge, il y a l'autorisation de la loi, c'est de reconnaître que dès le départ, cet enfant, au moment même où il est transféré, où il est conçu, c'est l'enfant de ceux qui l'ont voulu. Et que la femme porteuse, certes, elle peut être valorisée, on pourrait peut-être inventer une façon de la mentionner dans l'acte de naissance, j'en sais rien, il y a des pays qui ont réfléchi au fait de ne pas complètement l'occulter, elle a eu un rôle fondamental, et peut-être le droit, dans les actes d'état civil, doit rendre en quelque sorte hommage à la place de cette femme, mais il est clair que dès le départ, c'est les parents d'intention qui doivent décider, ne serait-ce que, ils sont considérés comme les parents, et s'il y a une décision sur l'interruption médicale de grossesse pour raison thérapeutique, c'est eux qui doivent la prendre. La femme porteuse, elle doit décider que lorsque sa vie est en danger, bien sûr. Mais voilà, il me semble que c'est une fausse idée, il n'y
d'imaginer que c'est bien finalement ce délai de rétractation. Le droit anglais a effectivement pris cette solution, mais si on regarde pourquoi le droit anglais a pris cette solution, c'est-à-dire de considérer que la femme qui accouche et la mère pendant un certain temps, elle a 6 semaines pour se décider à donner son accord pour faire ce fameux parental order. C'est en quelque sorte des mauvaises raisons. Le droit anglais n'a pas été quand même assez réticent au départ. Il n'était pas très enthousiaste à l'idée de ces nouvelles configurations familiales. C'est parce que les associations ont vraiment fait extrêmement bien leur boulot d'accompagner dans cette aventure les couples et les femmes porteuses que ça s'est finalement bien passé. Mais je crois que aujourd'hui, les juges anglais eux-mêmes appellent à ce que la loi soit révisée et qu'il y ait un juge ou un comité de parentalité, ou j'en sais rien, enfin un comité qui reprend la société civile. Les juges anglais aussi appellent à ce que la convention au départ soit validée, encadrée, qu'il puisse y avoir plusieurs sortes de contrôles, pour qu'en quelque sorte, ce qui risque de mal se passer soit en quelque sorte purgé dès le départ. Et donc moi je pense, je vous en parlais tout à l'heure, je pense qu'aujourd'hui il faut réfléchir à l'idée que cette division, cette collaboration procréative qui est possible, on a des exemples, il y a des choses qui se passent mal, mais il y a aussi des choses qui se passent bien et on voit qu'elle est possible, il faut qu'elle soit en quelque sorte inscrite dès le départ et que les parents soient les parents légaux, voilà, dès que la vie de l'enfant a commencé. Et de ce point de vue, il me semble que la loi grecque, pour se rapprocher d'un système qui est au sein de l'Europe, est un système qui, s'il est bien mis en place, est quand même le système le plus intéressant et le plus protecteur de la femme. Oui, moi j'ai été très sensible aux questions de Dominique, et donc je suis très heureux d'avoir entendu répondre Laurence, parce que je réponds totalement à ça. D'ailleurs, c'est un sujet de débat dans cette même salle ici. On l'a pas abordé, donc c'est parfait ce que tu as dit. Je rajouterais juste une chose qu'on avait montrée dans les études, c'est que les gestatrices en Angleterre, en Californie, en Israël, ne revendiquent absolument pas ce statut-là, ce besoin d'avoir un choix. C'est exactement le contraire. Et donc ça serait intéressant d'entendre Suzanne tout à l'heure de lui poser la question, parce que moi j'ai lu pas mal de textes, notamment d'un rapport qui voulait réviser les lois anglaises, où justement avec les gestatrices qui ont témoigné, ils disaient que ça leur posait problème pour leur force d'être des mauvaises mères, puisque pendant 6 semaines, on leur collait la responsabilité de l'enfant et on les obligeait de libérer cette parenté pour qu'elles puissent aller ailleurs alors qu'elles n'en voulaient pas. Et je rajouterais que statistiquement, l'histoire montre que le plus gros danger dans la GPA, c'est que l'enfant reste seul. C'est le cas au Danemark, très célèbre, mais aussi dans d'autres pays. Maintenant, l'autre point que j'ai entendu sur la protection, je pense que ça serait bien que les lois détaillent un peu plus la liberté absolue de la gestatrice de disposer de son corps sans ingérence des parents. C'est pas assez dit parce que souvent, dans nos opposants, c'est ce qu'ils nous mettent dedans, comme quoi les parents peuvent tout décider, ce que va manger la gestatrice, l'interdire de fumer, l'interdire d'avoir une relation sexuelle. Non, je pense que ça doit être protégé. De transférer un seul embryon, comme l'association l'a proposé, on est entièrement d'accord, parce qu'on est dans la politique de ne pas faire de mal, évidemment, donc si des mesures très contraignantes doivent être prises pour justement protéger ça, ça va dans le sens, on ne dira pas le contraire. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de poser la question aussi à Laurie sur cet aspect-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger. Le dernier point où je rebondis, où je suis tout à fait dans mon sens, c'est qu'effectivement, il faut approfondir les études et il se trouve qu'on a du matériel. On dit qu'il ne faut pas être bisounours, c'est ce qu'on nous reproche. On sait, et c'était dit, j'ai entendu Robert le dire, on sait qu'il y a quelques cas où ça se passe mal, où ça devient fou. Et on sait très bien les causes. C'est un évident en Angleterre, c'est un évident aux États-Unis, c'est-à-dire que dès qu'il y a une déficience du conseil, les trucs do it yourself, les trucs où il n'y a pas ce long processus, et donc c'est pour ça que certaines personnes avaient proposé qu'il y ait une période de maturation de 3 mois, des choses comme ça va tout à fait dans le bon sens. On sait que quand il n'y a pas un bon conseil autour, que des personnes ne prennent pas la pleine mesure de la complexité de la chose, ça ne peut
c'est évident. Et donc, si on doit protéger les gestatrices, et aussi se protéger les parents et les enfants, ça veut dire en passant, parce que tout le monde va dans le même sens, le bénéfice est pour tout le monde, c'est justement que le conseil soit efficace. Donc, on en revient à ce qu'on dit au départ, le consentement libre et éclairé, ça veut dire libre, ça veut dire aussi éclairé. Je vais mettre. On pourrait discuter longtemps sur ce sujet, mais je vais passer la parole à Claire Péquette, qui avait un appel à faire avant de revenir à ces questions. Bonjour, je suis chirurgien pédiatre retraité et je vois quelques figures dans l'assemblée que j'ai opéré de Rokitansky, donc une aplasie neurovaginale. Je voulais juste en 2 mots vous tenir au courant des recherches du service de génétique, Stanislas Chenet et Arnold Clinique à Necker, sur cette malformation bizarre et Rokitansky. Nous, pour l'instant, nous n'avons pas encore de succès. Et nous avons fait plusieurs étapes. Je ne vais pas rentrer dans des détails techniques, mais enfin d'abord une étude des chromosomes, si vous voulez, par CGR, qui nous a rien donné. Puis des études de gènes que nous avons imaginées. Nous avons décidé que tel gène ou tel autre gène pouvait être appliqué parce que ce sont des gènes qui agissent sur le développement de l'utérus et du vagin. On le sait, on les connaît, on connaît très très bien leurs actions, donc on s'est dit qu'ils doivent être impliqués dans cette anomalie. Et bien pas du tout, mais ça nous a pris beaucoup de temps. On est passé à maintenant une étude qui coûte cher, qui ne cherche que dans l'exome, c'est-à-dire une toute petite partie de nos gènes qui codent pour les protéines, enfin les matières qui régissent le développement des organes. Cet exome est plus significatif, mais ça coûte très cher. Et au début, sur tous les patients, on n'a rien trouvé de différent. Et puis, nous avons étudié un couple de jumelles discordantes, c'est-à-dire que l'une était atteinte d'un Rokitansky et l'autre pas. Et là, nous avons une piste. Alors, mon appel est très intéressé, et je m'en excuse de l'avance. Si, dans vos familles, vous avez des patientes atteintes, que ce soit sœurs, cousines, évidemment jumelles, mais c'est rarissime et évidemment c'est très discriminatif, et si vous êtes d'accord, nous aimerions pouvoir faire une prise de sang dans les meilleures conditions avec des petits aiguilles qui font pas mal, pour pouvoir